Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment les révolutions technologiques vont bouleverser nos vies. Et pour nous aider dans ce débat complexe et passionnant, je vous présente donc Hugo, Eva et Thomas. Donc Hugo Dubs est Creative Technologist chez Saatchi & Saatchi, qui est une agence de publicité qui appartient au groupe Publicis. Après une école de commerce et des études au Mexique pendant 6 mois, il a vécu à Montréal où il a suivi un programme de scénarisation sur les médias interactifs. Il a notamment créé une nouvelle offre de service pour un studio de tournage et il utilise la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans la production de contenu depuis 2013. Donc il aura l'occasion de vous raconter un petit peu ses diverses expériences dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ensuite, Eva Toro, qui est responsable partenariat start-up chez Microsoft. Après un parcours maths sup, maths spé, elle a fait une école d'ingénieur en informatique. D'ailleurs, sur à peu près 1000 élèves, il n'y avait que 57 filles. Donc j'espère que ça va changer et qu'on aura plus de femmes ingénieures dans les années à venir. Elle a un parcours assez atypique puisqu'elle a changé 4 fois de métier en 5 ans tout en restant dans la même société. Elle est passée par les services techniques, analyse et reporting, management et puis marketing. Et elle a vraiment su s'adapter pour faire évoluer sa carrière. Donc, vous aurez l'occasion de lui poser des questions sur tout ça un peu tout à l'heure. Ensuite, Thomas Sialom, qui est Research Scientist en intelligence artificielle chez Recital, qui est une start-up sur le langage. Thomas a fait une école d'ingénieur en finance. Ensuite, il a travaillé 3 ans dans une banque, notamment sur le trading algorithmique. Puis, il a fait une formation à Polytechnique en Big Data et Machine Learning, qui sont des mots un peu qu'on va démystifier tout à l'heure. Il fait en ce moment une thèse sur les résumés automatiques. Et il est également professeur d'informatique et finance dans une école d'ingénieurs. Voilà. Alors, ma première question sera pour Eva. Eva, peux-tu nous donner des exemples concrets sur la façon dont la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte vont changer nos vies? Alors, est-ce que vous savez déjà quelle est la différence, entre ces 3 termes et de quoi on parle quand on parle de réalité mixte? Non, pas trop. Alors, la réalité augmentée, ce sera en commençant par la réalité virtuelle. Vous allez être avec un casque opaque, donc vous allez être dans un nouveau monde et vous allez remplacer le monde réel. Dans la réalité augmentée, vous allez être avec des lunettes transparentes ou votre téléphone et vous allez ajouter des informations contextuelles sur le monde réel. Et dans la réalité mixte, vous allez en fait superposer des hologrammes sur le monde réel. J'explique la différence. Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée parce que quand vous allez prendre votre téléphone et que vous allez voir votre Pokémon, même si le Pokémon il est derrière le mur, vous le verrez quand même. Dans la réalité mixte, vous allez prendre en compte votre environnement et faire apparaître des hologrammes qui prennent en compte les limites de vos pièces. Ça veut dire que si le Pokémon est dans la pièce ou si le Pokémon est derrière le mur, vous ne le verrez pas. Si vous posez l'hologramme d'une bouteille dans cette pièce et que vous sortez, vous ne le verrez plus et quand vous reviendrez, vous allez le retrouver. Et là, on va avoir des applications qui sont absolument énormes dans tous les domaines. Et on parle aujourd'hui de 4e révolution industrielle parce qu'il y a plein de choses, plein de nouvelles technologies qui sont en train de changer notre quotidien. Et la réalité augmentée, mixte et virtuelle est un bon exemple. Aujourd'hui, ces nouvelles technos ont permis de changer la manière dont on enseigne la médecine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'affranchir de l'utilisation de cadavres en utilisant des hologrammes qu'on va pouvoir manipuler. Et donc, on change la manière dont on concevait l'enseignement qui date quand même de l'invention de la médecine et les dissections. On va changer également, donc ça, on change la manière d'apprendre, on change la manière d'opérer. Aujourd'hui, il y a un chirurgien de la mâchoire qui récupère des images en 3D d'une mâchoire et qui va s'entraîner à faire une opération avant d'opérer concrètement une personne. Et ça va lui permettre de réduire son temps d'opération de plusieurs heures, parce que c'est des opérations assez complexes. Il y a vraiment plein d'applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, puisqu'on va enseigner de manière différente, on va pouvoir modéliser des choses,
On va pouvoir modéliser non seulement des énormes moteurs où il nous faudrait des hangars puisque les moteurs pèsent plusieurs tonnes. Donc là, on va pouvoir les manipuler à la main, les faire tourner, regarder, disséquer à l'intérieur beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire avant. On va pouvoir modéliser des scénarios de formation beaucoup plus réalistes. Par exemple, chez Total, leurs techniciens, qui vont intervenir sur des stations-service, on va pouvoir modéliser des flammes, des explosions, donc des scénarios beaucoup plus réalistes et plus nombreux que ce qu'on pouvait faire sur un écran d'ordinateur ou sur du papier. On va changer également, ce qu'on appelle l'entertainment, les divertissements, parce que vous allez voir votre match de foot à la télé. Vous allez avoir votre terrain, un hologramme de votre terrain devant vous et alors, summum du summum, vous allez avoir l'hologramme du joueur qui va arriver pendant la page de pub et qui va vous, parler. Donc il y a vraiment énormément de choses. Encore une fois, même l'enseignement de l'histoire où là, vous allez pouvoir aller visiter le musée de Versailles avec un hologramme qui va vous parler, de Louis XIV qui va vous faire, visiter. Enfin voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres et pour toutes ces nouvelles utilisations, pour tous ces nouveaux usages, eh bien, il va falloir des personnes qui vont être capables de les créer et des personnes qui vont être capables de les utiliser et ça ouvre tout un champ de métiers, assez, énorme. Oui, tu parlais tout à l'heure, de la révolution dans la médecine. Je crois qu'il y a 2 semaines, il y a un chirurgien qui a posé une prothèse d'épaule, avec des lunettes, HoloLens. Exact et il y a eu un suivi assez énorme et assez retentissant, y compris dans les personnes qui sont pas du tout intéressées par la technologie, tout le monde en a parlé. En fait, le chirurgien pouvait manipuler en 3D un modèle de la prothèse qu'il allait mettre sur une épaule. Donc une personne avait quand même son épaule à nu et l'os de son épaule visible par des milliers de personnes en direct sur YouTube. Il ne pouvait pas se planter le chirurgien avec, des collaborations avec un chirurgien qui était basé en France, un chirurgien qui était en Corée et un autre chirurgien qui était aux États-Unis et ça a donné, un bel exemple de ce qu'on va peut-être voir dans le futur, plus souvent. Vous aurez un temps de questions, à la fin, donc n'hésitez pas en attendant, à poser vos questions sur, Bicast et à tweeter. Le hashtag, c'est DCA17. Hem, Après, j'ai envie de poser une question à Hugo par rapport à ton métier, Hugo. Parce que quand tu m'as dit que tu étais créatech, je ne savais pas ce que c'était. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Et en quoi ton rôle, c'est, de démocratiser, l'usage des nouvelles technologies? Et aussi pourquoi tu penses que, de nos jours, c'est crucial d'être touche à tout dans ce qu'on apprend? Oui, oui, bonjour. Du coup, oui, Creative Technologist, c'est un terme qui est assez nouveau, et qui est pas forcément, très clair sur ce que ça veut dire, donc je vais expliquer. Donc moi, je travaille aujourd'hui pour une agence publicitaire, donc pour, recadrer ça pour tout le monde, donc on fait, le design de campagnes publicitaires, donc on est vraiment au niveau de la création et dans cette agence, il y a quand même beaucoup de disciplines, que ce soit, des gens qui sont plus axés sur, la gestion de projet et le commerce, donc très proches de leurs clients ou les créatifs et enfin, après, les gens avec qui on travaille pour réaliser les campagnes qu'on a imaginées. Aujourd'hui, pour imaginer des campagnes qui sont un peu, impactantes, on se repose essentiellement sur la technologie parce que c'est un facteur waouh, qui est assez conséquent. Mais, tout le monde n'est pas, aussi adepte, des nouvelles technologies que, moi je peux l'être ou que vous pouvez l'être. Du coup, c'est très important pour des agences, comme la mienne d'avoir des personnes comme moi, dont le rôle principal est de faire l'évangélisation des technologies d'aujourd'hui. Donc moi, mon travail, il est double. Le premier côté, c'est de vraiment faire de la veille sur qu'est-ce qui existe en termes de technologie et là, on parle de vraiment tout type de technologie. Donc moi, je suis vraiment, je regarde un peu tout et j'ai de l'intérêt pour tout ce qui va être, porteur d'innovation et je communique ça, en fait, à toutes les personnes de mon agence. Donc c'est, soit sous forme de petits, meetings comme ça, des petits déjeuners ou soit en au cas par cas. Enfin, ça dépend des occasions que je peux avoir et donc ça, c'est le premier côté et puis évidemment, le deuxième côté, c'est de faire du support. Quand on a imaginé une campagne ou quelque chose qui repose sur de la technologie, il est très important de pouvoir faire, de quantifier la faisabilité ou les risques qu'on va prendre parce que bon, qui dit nouvelle technologie dit aussi, peu de maîtrise et quand il est question d'aller produire quelque chose, il faut aussi pouvoir communiquer avec,
avec les partenaires qu'on va choisir pour réaliser ces campagnes. Par exemple, quand on a besoin de faire une intelligence artificielle, nous, on n'a personne à l'interne qui fait ça, donc il faut qu'on fasse appel à des personnes à l'extérieur. Puis, il faut comprendre, pouvoir leur expliquer quelque chose, donc transformer quelque chose d'abstrait en quelque chose de technique, et ça, c'est mon travail. Et donc justement, je dis, parler un langage, ça, c'est une notion très importante. C'est-à-dire que dans une agence, il y a quand même beaucoup de disciplines, des gens qui ont des enjeux ou des métiers très différents, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et puis il faut savoir leur parler. Donc du coup, moi, je suis passé au travers de tous ces métiers. J'ai été, graphiste, j'ai été développeur, j'ai été, gestionnaire de projet. J'ai travaillé, pour des corps administratifs comme pour des gens qui sont spécialistes et qui produisent. Et ce que ça m'a apporté, c'est l'opportunité de parler tous ces langages et donc de comprendre les enjeux de chacun pour pouvoir relier tout le monde. Donc, je le disais tout à l'heure, donc c'est transformer quelque chose de vulgaire en quelque chose de technique, mais à l'inverse aussi prendre de la technique et le transformer en quelque chose de compréhensible pour des gens qui ne sont pas techno ou geek ou ce genre de choses. Et du coup, donc ça c'est mon métier. Après, pour vous donner un exemple concret, moi je travaille en ce moment sur de la présence automatisée pour des marques qui n'ont pas forcément, les moyens, ou l'énergie d'avoir une personne humaine qui soit derrière, leur marque ou leur présence de marque de façon quotidienne. Donc, je vais parler d'intelligence artificielle, donc je vais peut-être manger un peu sur le territoire de Thomas. Je vais essayer de rester, très sommaire, mais concrètement, aujourd'hui, les marques sont très présentes sur les réseaux sociaux, donc j'imagine que vous êtes très au courant. Hem et une des choses qu'elles font, les marques, en termes marketing, c'est d'aller faire de l'interception. Donc c'est aller au contact des gens pour leur parler de leurs produits ou de leur marque ou ces choses-là. Donc on prend souvent ça pour du spam, mais c'est quand même, très important pour une marque de pouvoir faire ça. Le problème, c'est que, ça prend du temps et puis, il faut assurer une présence humaine quotidienne pour faire ça. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est de travailler à mettre en place une solution qui repose sur la technologie de l'intelligence artificielle et donc c'est de simuler la présence d'une personne, à la place de la marque sur les réseaux sociaux et donc de faire de l'interception automatisée. L'idée, c'est pas de remplacer une personne, c'est de répondre à un challenge qui est de comprendre l'intention d'une personne sur les réseaux sociaux quand elle parle d'un sujet qui est proche de celui de la marque et puis d'essayer de positionner la marque à ce moment-là de façon, intelligente. Voilà, ça, c'est le genre de sujet sur lequel je travaille et donc c'est une manière, c'est une manière de transformer, la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc moi, à mon niveau, c'est sur, la publicité, mais d'utiliser la technologie pour trouver de nouvelles solutions à des problématiques que peuvent avoir nos clients dans le monde publicitaire, qui est donc, par exemple, d'assurer une présence automatisée à moindre coût ou quand on n'a pas les ressources humaines pour le faire. Voilà. C'est un métier qui est assez récent et comment est-ce que tu le vois évoluer? Alors oui, c'est un métier qui est assez récent, parce que je pense qu'il y avait un besoin d'avoir des compétences un peu plus hybrides. Aujourd'hui, on est dans une ère où on arrête d'être spécialisé dans un domaine très précis, où on a besoin de personnes qui savent un peu plus toucher à tout. Moi, quand on me dit que je suis un couteau suisse, je prends ça comme un compliment. Après, il y a d'autres gens, qui pensent que, quand on sait tout faire, en fait, on sait rien faire. Moi, je pense que c'est faux et je vous encourage vivement à toucher à tout. Je pense que, mon métier va être, de plus en plus nécessaire, pas forcément dans la technologie, mais va être de plus en plus nécessaire pour beaucoup plus de compagnies. Aujourd'hui, c'est très, très présent dans le monde publicitaire, dans des boîtes de technologie, où il y a beaucoup de solutions technologiques. Mais je pense que on va plus tous devenir des créatifs technologiques que des spécialistes. J'ai lu que 85 des métiers de 2030 n'existaient pas encore, selon une étude, de Dell et de l'Institut du futur. Donc on a encore, beaucoup d'espoir pour, la création de nouveaux métiers. J'espère que cette journée va vous aider à réfléchir et en tout cas sur ces sujets et à vous inspirer pour créer votre métier, de demain. Maintenant une question pour, Thomas. D'après toi, quelles sont les 2-3 applications en intelligence artificielle qui vont changer le monde de demain? Peut-être repréciser ce qu'est l'intelligence artificielle? Oui, alors, d'abord, qui parmi vous a déjà utilisé une intelligence artificielle? Levez la main. En fait, je pense qu'à chaque fois que vous faites une requête Google, vous utilisez de l'intelligence artificielle. Je pense que tous parmi vous, vous l'avez déjà utilisé. Voilà, On ne rend pas forcément on ne compte. s'en rend pas forcément compte. Euh,
Le propre de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va toucher absolument tous les secteurs, probablement tous les métiers, un petit peu comme la réalité virtuelle. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, la voiture autonome, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est une voiture qui se conduirait toute seule, qui irait toute seule de Paris à Bordeaux. Vous rentrez dedans, vous faites ce que vous voulez, vous êtes arrivé, vous n'avez pas touché au volant une seule fois. Il est même possible que bientôt, les hommes n'aient plus le droit de conduire et que ce soit parce que la voiture serait plus sécure. Ça, c'est pour assez bientôt, potentiellement. Ça va aussi toucher le secteur médical. Par exemple, des intelligences artificielles vont permettre de faire des analyses sur de la radiologie, sur ce genre de choses, mieux que certains docteurs. L'intelligence artificielle va toucher absolument tout, mais ça va être aussi un outil absolument formidable, comme la réalité virtuelle à ce niveau-là, pour vous permettre de créer énormément de choses. On ne peut pas forcément savoir quoi. Et par rapport, tu parlais des métiers de demain, on ne les connaît pas tous. 85% vont être inventés, c'est le chiffre que tu donnais. Et je pense qu'en fait, c'est vous qui allez les inventer et qu'on est à une époque où, grâce à toutes ces nouvelles technologies, on va pouvoir créer plus facilement, plus simplement que jamais, avec des moyens qui ne coûtent pas énormément. L'intelligence artificielle, c'est du code, c'est de la programmation. Donc c'est comme écrire. Tous ceux qui ont un ordinateur, vous pouvez d'ores et déjà faire de l'intelligence artificielle. Vous allez aussi pouvoir utiliser ceux qui ne veulent pas programmer, vous allez pouvoir utiliser ce que d'autres ont programmé, utiliser du coup les apports de l'intelligence artificielle pour votre création dans tous les jours. Que ce soit des designers, des musiciens, des écrivains, ou dans des métiers, disons, plus classiques. L'intelligence artificielle va avoir un impact et elle va vous permettre de gagner du temps et d'avoir plus de potentiel pour créer. Sur les 85% dont tu parlais, je pense qu'en fait, on ne les connaît pas, les métiers de demain, et notamment parce que c'est vous qui allez les inventer. Les technologies d'aujourd'hui vous donnent des armes pour les inventer, des potentiels, et on ne peut pas savoir parce que ça va dépendre de votre créativité par rapport aux métiers de demain. Qui d'entre vous a déjà fait des cours de code? Programmation, ouais. Ouais, donc pas beaucoup en fait, hein. Donc on vous encourage vivement à prendre des cours de code parce que ça va devenir de plus en plus essentiel, non? Alors, est-ce que le code va devenir essentiel? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde n'a pas vocation à devenir un programmeur. C'est une compétence très très importante. Maintenant, par exemple, les mathématiques, c'est très très important aussi aujourd'hui. Pourtant, vous n'êtes pas tous obligés de faire des mathématiques pour travailler dans le monde de demain. Je pense que la programmation, ça permet de structurer l'esprit. Et à ce titre-là, c'est très très important en termes de méthodologie. Maintenant, c'est pas l'idée, c'est pas d'apprendre un langage de programmation pour apprendre à parler cette langue. C'est plus apprendre à structurer votre esprit. Et je pense qu'il y a plein d'autres façons aussi de le structurer et que vous n'êtes pas tous. Si vous n'aimez pas la programmation, vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il faut, c'est apprendre à apprendre à s'adapter et apprendre à structurer votre esprit. D'ailleurs, ça me donne une transition toute trouvée pour ma prochaine question, qui était le fait qu'aujourd'hui, l'accès à la... On a tous accès à la connaissance universelle. Toi, Thomas, tu m'as dit que tu avais fait un MOOC, qui est un Massive Open Online Course, et globalement, on peut trouver n'importe quel type de cours sur n'importe quelle matière en ligne gratuitement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et aussi, Hugo, tu m'as dit que tu avais appris à coder via des tutos YouTube. Donc, est-ce que tu peux aussi nous en parler? Oui, bien sûr. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui on a accès à l'apprentissage de façon la plus facile qui puisse exister. C'est-à-dire qu'on a tous accès à Internet. Sur Internet, il y a des tutoriels sur à peu près tout et n'importe quoi. Et puis quand on n'est pas un grand lecteur, on peut aussi regarder des vidéos sur YouTube. Je pense que vous le faites tous les jours pour découvrir des produits ou apprendre à faire n'importe quoi en fait. Et du coup, bah moi oui, effectivement, tous les jours je rencontre des problématiques ou des challenges et puis parfois je manque de connaissances, mais ça me fait pas peur. Du coup, j'ouvre mon YouTube et j'apprends. Et notamment, j'ai appris à développer des applications entières, que ce soit pour téléphone ou pour internet ou tout type d'application. J'ai appris à faire ça sur internet et aujourd'hui, ça va, je me débrouille quoi. Et c'est très important parce que moi, dans mon métier, quand on essaye des choses, il faut les éprouver et donc le seul moyen de le faire, bah, c'est de passer au travers en les réalisant, en faisant ce qu'on appelle des prototypes et je pense que, bah, si j'avais pas appris les choses par moi-même, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que j'aurais pas pu, créer toutes les choses qui m'ont permis de montrer aux gens, qui ont été capables de trouver des solutions ou d'aller de l'avant avec certains problèmes. Et voilà, donc je pense qu'il faut absolument faire ça, apprendre
et utiliser ce qu'on a comme technologie qui nous permettent de le faire. Voilà. Thomas, tu veux nous parler du MOOC que tu as fait? Oui, alors c'était un MOOC sur l'intelligence artificielle de ONG, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a des MOOC sur absolument tous les sujets. Vous pouvez tout apprendre, que ce soit le piano, l'intelligence artificielle, la programmation, la littérature. Il y a des MOOC sur absolument tout. Et ce qui est génial, c'est que c'est les meilleurs professeurs du monde entier qui vous donnent ces cours. Et donc, vous avez accès en fait aux meilleures formations des meilleures écoles gratuitement. Et vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Je pense aussi que, on parlait des métiers de demain, la plupart d'entre vous auront différents métiers demain. Vous allez changer de métier au cours de votre vie. Et ces MOOC, cette formation continue, va vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de réapprendre et d'apprendre de nouvelles choses quand vous le souhaitez, sur ce que vous souhaitez. Ça, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une telle chance, en fait. Vous avez accès à ça, profitez-en. Et je me permets d'intervenir parce qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est plus tellement d'apprendre, mais c'est d'apprendre à apprendre, d'apprendre à faire le tri dans toutes ces informations qui existent. La connaissance, elle est là et elle est mise à disposition de tout le monde. Maintenant, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est comment vous vous l'appropriez, comment vous prenez le temps de faire ça correctement et comment vous faites le tri. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'excellente qualité, mais il y a aussi un peu de tout et n'importe quoi. Et puis, voilà. Alors, une question à vous trois. Que veut dire pour vous donner le pouvoir aux idées? Quand on s'est parlé, Thomas, tu m'as dit, avec le crowdfunding, maintenant, ça coûte rien du tout de monter une start-up. Est-ce que tu peux développer? Oui, alors, donc l'intelligence artificielle d'un côté, le crowdfunding de l'autre. Le crowdfunding, pour vous rappeler, c'est Internet, des plateformes qui vous permettent de proposer une idée et que les gens participent juste sur cette idée. Et donc, au lieu de faire une levée de fonds classique, au lieu d'avoir besoin d'argent pour votre idée, pour votre produit, vous l'avez avant même de créer ce produit. J'ai regardé récemment, il y avait une plante un peu particulière, très sympathique. Avant même de la créer et d'avoir besoin il y a des besoins industriels pour la créer, des besoins de marketing, de site internet, etc. Pour créer 100 000 produits, ça coûte de l'argent. C'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, avec le crowdfunding, juste sur cette idée, vous pouvez déjà avoir vos 100 000 clients avant même d'avoir créé le premier produit, juste sur une idée. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Aujourd'hui, entre ça et l'intelligence artificielle, qui, comme je vous le disais, c'est du code, la programmation, mais la programmation dans le sens général, un logiciel, ça ne coûte pas cher. La programmation, c'est écrire, c'est du temps, mais ça ne coûte pas cher en termes de moyens. Et le crowdfunding vous permet, avec des idées, de pouvoir réaliser des idées sans aucun moyen, juste sur votre talent et votre concept. Du coup, c'est en ce sens-là, c'est ce que je te disais, ça redonne du pouvoir aux idées, puisque vous pouvez, à partir d'une idée et de sa réalisation, son concept, si vous parlez à énormément de gens, vous pouvez du coup la conceptualiser, la créer, sans aucun moyen, depuis chez vous, depuis votre garage. Et ça, je trouve ça assez beau pour l'avenir. Je me permets de compléter. Donc, il y a ces algos d'intelligence artificielle que vous pouvez créer vous, mais vous pouvez déjà y goûter avec tous les grands acteurs du marché qui ont mis à disposition leurs algorithmes en reconnaissance d'image, reconnaissance vocale. Il y a déjà énormément de choses qui sont mises à disposition gratuitement chez tous les grands acteurs du marché. La deuxième grande chose qui arrive également, c'est toutes ces technologies cloud. Et en tant qu'étudiant, vous avez tous accès gratuitement au cloud chez tous les grands acteurs du marché, j'en citerai aucun. Mettez vos mains dedans et essayez. C'est-à-dire que même si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour faire les calculs, vous allez avoir accès gratuitement à des capacités de calcul qui sont absolument énormes. Là où il y a 10 ans, il fallait avoir votre sale machine réfrigérée dans votre cave. On n'en est plus du tout là, c'est n'importe qui. Donc c'est exactement ce que tu disais, ça devient super abordable. Avec un PC, des techno-clouds, des algos qui existent, plus ceux que vous allez créer, et vous pouvez déjà faire plein de choses. Ce qui est important dans les idées, justement, c'est tout le monde peut avoir une très bonne idée. Je crois que, et quel que soit l'âge, récemment, il y avait une jeune fille qui s'appelle Philippine Dolbeau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À 16 ans, elle a eu juste une très bonne idée. Il y a eu un événement dans l'actualité, un petit enfant qui a été oublié dans un bus scolaire. Et ça lui a donné l'idée d'inventer un porte-clés connecté qui permet de faire l'appel de manière automatique. Et maintenant, elle a monté sa start-up et elle a 16 ans. Donc, n'importe qui, c'est à la portée de tout le monde, quel que soit votre âge, d'avoir une bonne idée et de développer quelque chose qui va changer le monde, finalement.
Oui, juste pour compléter ça, euh, essayez, si j'ai un conseil à vous donner, essayez, parce que en fait, peut-être que vous essayerez, peut-être que vous aurez des idées et que ça ne fonctionnera pas. Mais aujourd'hui, ça ne coûte rien que du temps. Et le temps, ça va vous rapporter tellement d'expérience que essayez, réessayez et essayez encore, en fait. C'est ça la possibilité qui est offerte aujourd'hui. Et c'est important de se tromper aussi. Et, C'est extrêmement bénéfique de se tromper. On apprend de ses erreurs très souvent. et tous les grands entrepreneurs vous diront qu'on ne se trompe pas, on trouve juste une nouvelle chose qui ne marche pas. Donc ce n'est pas grave. Ok, donc je pense que ce qui est important finalement, c'est de trouver profondément ce qu'on veut faire et aussi d'oser le changement. Eva, est-ce que tu veux développer là-dessus? Alors, donc comme tu disais au départ, moi j'ai changé plusieurs fois de métier puisque j'ai une formation d'ingénieur. Je suis arrivée aujourd'hui à faire du marketing. Mais ce que tu avais en tête, Elsa, c'est que je te parle d'un autre exemple, qui est l'exemple de mon mari, qui lui avait un diplôme d'ingénieur et qui est aujourd'hui kiné. Donc rien à voir. Et qui a repris ses études en cours de vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? C'est que quand on a votre âge, moi quand j'avais votre âge, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et c'est un petit peu le hasard de la vie qui m'a emmenée en école d'ingénieur parce que j'avais un prof qui estimait que si on était bon en maths, il fallait faire maths sup, maths spé. Puis une fois qu'on a fait maths sup, maths spé, alors on atterrit dans une école d'ingénieur. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise qui m'a permis de changer de métier, de goûter à plein de choses. Et, et ça s'est fait comme ça. Sauf qu'on vous demande dans les outils post-bac et autre chose de citer un métier aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est n'ayez pas peur, allez-y, mettez-en un. Et puis si ça vous convient pas, vous pourrez changer. Alors c'est pas toujours facile. Par exemple, pour mon mari, quand il a dû passer sur un métier de kiné, il a quand même eu 4 ans d'études. Faut les financer. Voilà. Mais on y arrive. On ne fait plus un seul métier du début à la fin de sa carrière. Tout ce que vous allez apprendre dans chacun des métiers que vous allez faire, de toute façon, vous servira au prochain et vous donnera un profil très intéressant pour tout ce qui est en termes. Enfin, aujourd'hui, la diversité dans les emplois, et on y vient parce que les RH sont en train de changer, c'est pas encore fait, mais il y a énormément de réflexions qui sont en cours. La diversité sera plus homme-femme, la diversité d'âge, ça va être une diversité d'expérience. De plus en plus, les RH en prennent conscience, il y a énormément de startups qui se montent dans ce domaine-là. On y vient tout doucement, on n'y est pas encore, mais le temps que vous arriviez sur le marché du travail, on va y venir. Donc n'ayez pas peur d'accumuler les expériences. Encore une fois, on se trompe jamais. On sait que ça nous convient pas ou qu'il nous faut autre chose. Et c'est toujours du gagner. Tout ce que vous apprendrez vous servira d'une manière ou d'une autre. Hugo, est-ce que tu voulais réagir par rapport à ça? Euh, Bah oui, je pense que c'est important de savoir qu'il n'y a pas de mauvais choix. Parfois, on essaye des choses, puis ça marche pas. Alors, on a appris un nouveau truc qui marchait pas. J'ai mal repris, mais c'est ça l'idée. L'important, c'est juste de s'en rendre compte et puis de passer au prochain choix, en fait. Puis de juste faire ce qui vous stimule aussi. Je sais que c'est pas toujours évident. J'imagine qu'on vous le rabâche à longueur de journée, qu'on fait pas ce qu'on veut, et puis que voilà. Mais moi, je fais partie des rares personnes, je pense, aujourd'hui, qui, quand elles se lèvent, elles sont contentes d'aller travailler parce que je fais quelque chose que j'aime et je vous souhaite d'être plus nombreux à faire ça dans le futur, c'est-à-dire de faire partie de ces gens qui sont contents de se lever le matin. Et justement, j'avais une question par rapport à ce que tu dis. C'est très important d'être heureux de faire ce qu'on fait. Euh, à vous trois, pour vous, ça signifie quoi sortir de sa zone de confort? Thomas? Oui, ça signifie énormément de choses. La première, c'est apprendre de nouvelles choses tous les jours déjà. Ne pas rester dans un train-train quotidien. Sortez de la zone de confort, c'est-à-dire sortez de ce que vous savez faire pour apprendre de nouvelles choses, explorer des nouvelles voies. Et justement, peut-être vous tromper, mais si on se trompe, c'est qu'on est sorti de sa zone de confort. Et donc finalement, c'est un bon signe. Euh, Oui, faut essayer des choses. Ce que je disais juste avant là, mais faut toujours essayer des choses. Et quand on vous met en face d'un nouveau challenge, faut pas hésiter à vous lancer dedans. Et quitte à apprendre de nouveaux trucs, faut pas vous dire oui, mais non, mais je sais pas faire ça. Faut vous dire je vais apprendre à le faire parce que je sais pas le faire. Voilà. Je pense que ça doit être ça votre état d'esprit.
Alors moi, ça m'évoque un Walt Disney, un petit dessin animé de Walt Disney qui commence avec Dingo, homme des cavernes, et qui est tranquille là dans sa caverne. Puis il est bien en fait, voilà, il a pas faim, il a sa caverne, il est bien. Puis un jour, il se rend compte qu'il a un gros orteil et qu'il peut le bouger. Et puis petit à petit, ça continue comme ça jusqu'à l'invention de la roue, etc. Et c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que quelque part, on peut faire un métier, on est bien, qui stimule pas forcément intellectuellement, qui permet d'avoir à manger tous les jours, et puis c'est une petite vie tranquille. Mais c'est un peu tristoun quand même parce qu'on s'ennuie. Et sortir de sa zone de confort, c'est aller explorer des nouveaux métiers, explorer des nouvelles choses, explorer des choses, apprendre. Mais on sait pas faire, mais c'est pas grave. Euh, j'ai vu enfin j'ai pas mal de stagiaires qui arrivent et qui me disent ah mais non mais je sais pas faire. Mais moi non plus en fait. Mais moi non plus je sais pas faire, mais c'est pas grave. On y va, on commence et puis en fait on se rend compte que on y arrive et puis en fait on va trouver. La compétence qu'il faut que vous développiez, c'est apprendre à chercher, apprendre à trouver et apprendre à faire tout seul, parce que c'est quelque part, faut juste y aller, c'est le premier pas qui coûte et on y arrive en fait toujours. Et la capacité à acquérir un nouveau savoir vaut toujours plus que le savoir déjà acquis au final. Est-ce que vous avez des questions? Vous parlez d'évangélisation de la technologie, mais moi, le premier exemple que j'ai eu en tête, en fait, c'est tous les tests de bombes nucléaires en Corée, qui est hyper dangereux. Donc, tout ce qui est. Enfin, moi, en fait, le premier mot que j'ai eu en tête avec technologie, c'est danger. Et tout ce qui est. On se déconnecte de l'aspect humain. Rien que le porte-clés, je trouve ça quand même fou qu'on ait besoin de créer un porte-clés pour se rendre compte qu'il y a un enfant qu'on a oublié dans un bus. Le fait qu'un prof n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait, il y a un humain en fait, qu'on a oublié, bah, c'est une avancée technologique en fait, qui nous empêche de communiquer. Ou même rien que le smartphone, il y a tellement de plus d'applis que au final, on va préférer envoyer un message que faire confiance à l'humain. Et du coup, je pense que c'est un aspect de la technologie qui fait vraiment peur. Et du coup, je voulais savoir, en créant le monde de demain, quelle sera la limite de ces technologies? Enfin, est-ce Alors, qu'on s'en rend compte ou pas? Voilà. moi, ma réponse à ça serait que oui, tu as raison, il y a beaucoup de technologies qui peuvent, faire du mal, Ouais. mais il y a aussi tu peux aussi trouver des exemples contraires. Il y a beaucoup de technologies qui supportent l'homme aujourd'hui et puis, par exemple, pour prendre un bel exemple, on pourrait prendre le milieu médical où les nouvelles technologies font en sorte que, on est toujours en bonne santé, on vit plus longtemps. Mmh. L'espérance de vie ne fait qu'augmenter et puis c'est pas grâce, nous, on n'a pas changé en tant qu'hommes, je pense. Mais juste pour compléter, c'est surtout la personne qui fait l'évangélisation de ces technologies qui fait la différence. Donc en fait, c'est toi qui fais la différence par rapport aux autres demain. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, je parle des technologies pour qu'elles supportent l'homme dans l'accomplissement de ses challenges, de ses objectifs ou dans le supporter dans ses challenges. Et j'ai un regard positif sur la technologie et c'est ça que j'essaye de transmettre. Après, si j'étais une mauvaise personne, bah oui, je pourrais faire l'inverse. Donc c'est toi qui fera la différence demain. Enfin, c'est vous tous. Oui, d'abord, je pense que la technologie, c'est un potentiel, hein. C'est le potentiel du meilleur comme du pire. La question, c'est comment on s'en sert. Alors, juste pour prendre un peu une vue en hauteur là-dessus, mais il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y avait des esclaves. Il y a 2000 ans, on vivait un peu plus, on vivait dans des cavernes. Finalement, est-ce qu'on vivait mieux avant? Je suis pas sûr. Donc, on a un peu cette anxiété de tous les jours, mais je pense pas que ce soit la technologie qui rende ça. Euh, Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, notamment, on a eu la révolution industrielle et on a beaucoup parlé de métiers un petit peu, des métiers assez fatigants, assez durs, une déshumanisation des métiers avec le travail à chaîne. Mais je pense qu'avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement libérer du temps, aider les humains à ne plus avoir à faire ces métiers et permettre de faire des métiers qui sont extrêmement créateurs. Et moi, je pense justement que des technologies comme celle-là vont permettre de laisser aux machines des tâches un peu machines et de laisser justement aux humains toutes les tâches humaines, créatives, etc. De ce point de vue, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous trouvez que le système scolaire aujourd'hui nous prépare de la bonne manière au métier de demain? Mais il va changer, c'est plus possible. C'est plus possible. Enfin, ma conviction, alors je veux pas tout casser, il y a des profs dans la salle? Oui. On enseigne encore comme il y a 150 ans. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver.
Il y a des neurosciences qui nous disent que le top-down tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Et en même temps, vous êtes là aujourd'hui à vous poser plein de questions. Moi, je vois mes enfants qui ont des connaissances sur des domaines que moi, j'avais pas du tout à l'époque. Donc, on va pas dire que ça n'a pas changé du tout. J'étais un petit peu provocatrice avec ma première phrase. Il y a un gros travail qui est en train de se faire et les choses, elles sont en train de bouillonner. L'été dernier, le ministère de l'Éducation a lancé un appel d'offres pour aller chercher des startups qui pouvaient enseigner la lecture, enfin aider à l'enseignement de la lecture et de l'histoire géo avec l'intelligence artificielle. Parce que la machine ne juge pas, donc vous allez vous tromper 15 fois en écrivant aujourd'hui. La machine, elle se fâchera jamais parce que vous avez oublié l'apostrophe, là où un enseignant ou un humain, à un moment, il va craquer. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un vrai besoin de changement. Encore une fois, apprendre à apprendre. Mais ça y vient tout doucement. C'est peut-être encore un petit peu lent à mon goût, mais c'est parce que j'ai envie que tout change trop vite. Et ça rejoint également la question de tout à l'heure, c'est que tous ces changements, ils se font progressivement. On a besoin de se rassurer. Il y a beaucoup de garde-fous, ou en tout cas de personnes qui ont des inquiétudes, qui mettent en place. Ça arrive, ça arrive. J'ai envie de vous dire que ça vient. Oui. Et puis ne comptez pas que sur l'éducation nationale pour votre formation. On a parlé des MOOC notamment. Mais vous avez toutes les armes pour, en dehors de juste l'éducation nationale, apprendre. Et ça dépend que de vous. Et dans la vie en général et dans toute votre vie, ça ne dépendra finalement que de vous. Vous avez aujourd'hui toutes les possibilités pour faire ce que vous voulez. Vous parlez d'une société qui avance de plus en plus vers l'intelligence artificielle, vers le numérique. Et vous avez parlé d'une société qui est supportée par le numérique. Et c'est vrai que les technologies, le numérique nous offre une aide énorme, ça offre des milliers de possibilités qui sont assez exceptionnelles. Mais moi, je pense qu'on va plutôt vers une société qui est complètement assistée par le numérique et que si on retire ce numérique, ces technologies à la société va s'écrouler. En tout cas, la société du futur va s'écrouler si on lui retire ces technologies. Et est-ce que ça créera aussi une élite des hommes qui comprennent la technologie face au reste de l'humanité qui sera complètement assistée, mais dépassée, débordée par ces technologies? C'est pas un risque de rendre la société complètement dépendante Ouais. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, tout le monde sait lire. En France, en tout cas, la plupart des gens savent lire. C'était pas le cas il y a 100 ans ou 150 ans. On parle pas de technologie, mais de progrès. Bien sûr que si on retire le feu, avant même l'électricité et la numérique, on peut aller vers la régression. Mais le mouvement global, si on regarde sur le long terme, est quand même très positif. Tu parles d'élite versus des gens qui n'y seraient pas. Aujourd'hui, la tendance, elle est quand même, malgré tout, à ce que de plus en plus de gens aient accès à la connaissance. Ouais, moi je voudrais juste, je voulais prendre ce que disait Thomas, mais je voudrais juste ajouter une petite notion, c'est je pense que l'homme s'adapte en tout type de situation. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens de nous aider ou de nous assister, comme tu dis, dans la vie. Mais t'as un portable, toi, par exemple, un téléphone? Bah, si tu laisses ton téléphone dans un tiroir pendant toute une semaine, tu vas voir qu'à la fin de la semaine, tu te seras habitué. Donc ta vie sera moins pratique, on va dire, mais tu vas t'y faire, tu vas t'adapter. Du coup, tu es assisté, mais tu peux très bien redevenir. Les outils sont pas vitaux pour toi. Et puis moi, j'ai envie de vous proposer de lire des romans de Barjavel. Vous avez lu Barjavel? Un petit peu, pas encore. C'est super accessible. Lisez Une brève histoire du temps et Ravage. C'est c'est assez rigolo pour faire un petit peu de buzz dans Ravage. Tous les objets électriques du jour au lendemain ne marchent plus. Voilà. Et puis Une brève histoire du temps, ça vous parlera aussi par rapport à tout ce qu'on raconte. Alors c'est complètement romancé, mais je trouve ça intéressant de se projeter aussi. Et si tout s'arrêtait, qu'est-ce que ça peut donner? Mais je suis d'accord, on s'adapte. J'ai envie de dire plein. Et à chaque fois, si vous voulez vous tirer, enfin tirer vos épingles du jeu, c'est ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est être adaptable, apprendre à apprendre avec toute l'info qui est là. Quand on a inventé la poubelle, les chiffonniers se sont retrouvés sans boulot. Les chiffonniers, c'est les gens qui allaient ramasser dans les poubelles, dans les détritus qui étaient dans la rue, pour faire le tri. Donc eux, du jour au lendemain, ils n'avaient plus de boulot. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une époque où il y avait un métier, un emploi dans chaque ascenseur. Il ne faut pas oublier, il y avait un machiniste qui appuyait sur les boutons et qui faisait avancer le truc parce que c'était compliqué. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, c'est pas compliqué.
Et puis, je pense que dans quelques années, on dira qu'un jour, il y a eu un emploi dans chaque taxi. Avec la voiture autonome, les chauffeurs de taxi risquent de disparaître. Et est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Parce que la question, c'est pas combien d'emplois vont disparaître, combien vont être créés. Et la question, c'est comment moi, je m'adapte demain pour être capable de prendre l'emploi qui existera. Survie. Mais étape 2, encore mieux, comment moi, demain, je vais être capable de trouver l'emploi qui fera que je m'épanouirai en tant que personne. Qu'est-ce que la place du revenu universel dans la société de demain? Et vous avez dit que il fallait pas hésiter à apprendre tout, mais ça me fait peur d'essayer d'apprendre tout et à la fin de se retrouver avec rien derrière nous. Donc, et que les sociétés ne veulent plus parce qu'on n'est pas de nous, parce qu'on n'est pas assez spécialisé dans le sujet qu'on veut traiter dans leur société. Alors c'est pas apprendre tout. C'est surtout pas apprendre tout. C'est ce que disait Hugo, c'est de goûter à tout pour être capable d'après se spécialiser sur quelque chose, mais se spécialiser peut-être pendant quelques années et après passer à autre chose. Mais pas apprendre tout. On n'aura pas la connaissance universelle de tout dans notre tête, à moins de l'humain augmenté, mais là j'ai presque peur de le dire pour pas lancer d'autres débats. Voilà, on parle pas d'apprendre tout. C'est vraiment l'information, elle est partout et à un instant T, quand on aura besoin d'une info, être capable d'aller la trouver et de maîtriser quelque chose d'important. Sur le sujet universel, le débat n'a pas eu lieu vraiment aux dernières élections, ça devient un peu politique. C'est traité dans Une brève histoire du temps de Barjavel. Décidément, j'aurais su, je l'aurais relu. C'est une question intéressante, je ne sais pas si je rentre dans ce débat-là. Oui, moi, en 2 mots, je suis plutôt contre le revenu universel parce que c'est le fait finalement de dire on vous donne de l'argent pour ne rien faire. Je suis pour, par contre, que la société justement accompagne. Tu disais, j'ai peur de ne pas être assez spécialisé. Moi, la société que je souhaite demain, c'est une société qui t'accompagnera. Si tu as eu un parcours difficile, c'est une société qui demain va t'aider avec un revenu potentiellement pour te permettre de te reformer à des nouveaux métiers, de réapprendre de nouvelles choses au cours de ta vie et qui ne te laissera pas derrière justement. En ce sens-là, je ne veux pas un revenu universel qui te donne de l'argent pour juste rester chez toi et regarder la télé, mais en revanche, un revenu qui te permette de te former au cours de ta vie et de passer les étapes difficiles, ça oui. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le revenu universel, c'est une super idée. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, moi je fais partie des rares personnes qui se lèvent le matin et qui sont contentes d'aller travailler parce qu'elles font ce qu'elles aiment, enfin, parce que je fais ce que j'aime. Mais je pense que le revenu universel peut permettre ça pour plus de gens en leur donnant la sécurité nécessaire pour oser essayer des choses, des nouveaux métiers. Et donc moi, ça, c'est ma vision du truc. Après, voilà, on peut en discuter, hein. Et pour tout apprendre, oui, effectivement, c'est pas tout apprendre, mais c'est plutôt te lancer dans l'apprentissage des choses qui t'intéressent. Et en fait, c'est très important d'apprendre un maximum de choses, autant qu'on a l'opportunité de le faire, parce que tout te servira, en fait. Même si tu apprends un truc débile qui, pour toi, tu te dis, mais à quoi ça va me servir d'apprendre ça? Tu te rendras compte que dans le futur, un jour, tu t'en serviras. Tu te diras, ah oui, parce que j'ai appris ça il y a 10 ans, tu vois, bah, je suis capable de faire ça aujourd'hui. Ou ça m'inspire de faire ça aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'il y a une dynamique là-dedans. Juste pour compléter, quand je dis que je suis contre le revenu universel, je précise. Oui, hein, parlons-en. Je précise, je suis contre le fait de donner un certain, disons 1500, 2000 euros par mois à tout le monde, que ce soit le chômeur ou le chef d'entreprise d'une société du CAC 40. En revanche, je suis pour un droit à la formation universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si un chef d'entreprise qui gagnait une somme considérable chaque mois décide d'arrêter, de prendre le risque de créer quelque chose de nouveau, de se former, alors la société l'accompagne et l'aide et lui donne un revenu à ce niveau-là. C'est en ce sens-là que je suis pour comme un droit à la formation universelle, au risque, si on veut, universel. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est le plus grand financeur des startups aujourd'hui? Pardon? Pôle emploi. Parce qu'en fait, quand les créateurs d'entreprises commencent à monter leur entreprise, ils n'ont aucun revenu. Et c'est Pôle emploi, quelque part, qui accepte de leur verser leurs indemnités auxquelles ils ont droit. Mais c'est pas complètement clair, parce que concrètement, s'ils sont chefs d'entreprise, ils ne sont pas en recherche d'emploi, donc ils ne devraient pas avoir ce revenu-là. Donc on s'arrange un petit peu comme ça, et il y a une espèce d'accord tacite.
Mais ce que tu dis est vrai, il faudrait rendre ça un petit peu plus légitime et clair. Alors moi, j'étais plutôt pour le revenu universel, mais je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. Par quel chemin est-ce qu'on va passer exactement d'une idée qu'on trouve de tous les jours à une start-up? Comment monter une start-up? Alors, il y a plein de méthodologies. Chercher le canvas modèle, enfin bref. Il y a plein de méthodologies pour vous permettre d'étudier le marché qui existe et ce qu'il y a. Il y a plein des incubateurs, vous savez ce que c'est? Pour vous aider et vous accompagner. En fait, chercher incubateur, il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont prêts à accompagner la création de start-up. Vous allez avoir des gens qui vont vous accompagner pour poser votre plan et créer ce qu'on appelle le MVP, le Minimal Viable Product. Donc, pour au minimum, qu'est-ce que ça doit faire? Parce qu'on va avoir une idée de, je sais pas, créer un site web qui rassemble les gens et puis après qui fait des rendez-vous, qui fait des machins. Et en fait, ce qu'ils vont vous aider à faire pour créer votre startup, c'est déjà de vous poser pour bien définir l'idée, le contour, et voir si qui pourrait être viable au minimum, pour vraiment vous ancrer sur quelque chose. Après, il faut tester l'idée. Il faut que vous en parliez, par exemple, à Sharon, ou que vous alliez à Startup for Kids rencontrer des entrepreneurs, ou que vous alliez dans ces fameux incubateurs parler à des entrepreneurs, parler à vos amis, la cible, qui sera la cible de ce que vous voulez créer, pour tester votre idée et voir est-ce que ça marche, est-ce que mon marché, je peux le trouver, pour trouver le meilleur business model, combien vous pouvez le vendre, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça. Voilà, il y a beaucoup de ressources, encore une fois, que ce soit des MOOC qui ont été mis en ligne. Moi, j'en avais suivi un qui m'avait semblé pas mal, mais il y en a vraiment plein, plein, plein. Donc, si vous voulez, je vous donnerai le nom à la fin. Selon vous, avec l'ère de la technologie, euh, notre connaissance, elle va encore augmenter comme elle l'a toujours fait, ou au contraire diminuer avec l'assistance technologique? Augmenter. Moi, j'ai un petit chiffre à donner, voilà. J'ai sorti ma science. J'ai lu un truc là récemment qui disait que dans le New York Times, qui est un journal, il y a plus de données aujourd'hui dans une seule édition que qu'un homme pouvait en recevoir toute sa vie au XVIIIe siècle. Il y a un autre chiffre qui dit que dans les 2 dernières années, on a généré plus de données que dans toute notre histoire, en fait. Seulement sur les 2 dernières années. Donc pour moi, la technologie, elle va générer du support, des données qui vont nous aider à améliorer les choses parce que bon, les données, elles servent à... On parle beaucoup de oui, on traite nos données, etc. Enfin, genre la violation de la vie privée, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce matin. Mais les données, ça sert aussi à améliorer les choses. On peut parler de trafic, de médecine, de tout type de sujet. Donc oui, moi je suis carrément positif sur le fait que ça va Juste, continuer. oui. La technologie, c'est un potentiel pour des nouvelles connaissances. Mais les nouvelles connaissances, en fait, elles vont venir de vous. C'est vous qui allez créer les nouvelles connaissances de demain. En en fait, j'avais une question, parce que pour revenir sur le fait qu'on doit tout apprendre, aujourd'hui dans le système scolaire, que ce soit en gros du CP jusqu'à l'université, on réunit de plus en plus les élèves, soi-disant pour qu'il y ait il y ait plus d'égalité. Mais est-ce que vous pensez que vous ramenez ceux qui veulent vraiment travailler, qui ont fait des spécialités comme les langues ou je sais pas quoi, dans les mêmes classes? Ou, enfin, parce qu'on en a parlé récemment, avec la sélection aléatoire dans les universités. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut plus réunir les élèves pour réduire les universités ou au contraire choisir les meilleurs parce que c'est les plus motivés? C'est une excellente question.
Moi, je connais pas assez bien le sujet pour avoir une opinion tranchée dessus, mais je pense que c'est vraiment une problématique qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est une vraie question d'actualité. Ouais, 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 et c'est pas facile de répondre à ça, parce que, la réponse elle est vraiment pas simple et je pense, ce serait enfin non, ouais, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Faut justement qu'il y ait des gens qui travaillent sur le sujet pour faire de la recherche et trouver et réfléchir en fait ce qu'il y a de mieux par rapport à ça. Parce que la réponse effectivement est pas complexe, et ni l'un ni l'autre à mon avis, c'est un peu des deux. Et peut-être peut-être que dans quelques années, ce sera pas un diplôme universitaire parce qu'on acceptera que plus facilement, en tout cas en France, c'est vrai que c'est encore un petit peu délicat aujourd'hui d'accéder à certains emplois quand on n'est pas sorti de telle ou telle école, alors que les compétences, on peut les acquérir, et que peut-être la solution, c'est les MOOC de Thomas, qui, nous formeront et que les entreprises surtout accepteront ce type de compétences sans avoir forcément un diplôme associé. Je vais même aller plus loin, je pense que demain en fait, il y aura peut-être toujours des diplômes, mais en fait un diplôme ne sera pas ça n'a plus aucun sens de dire qu'on a fait telle école et que 30 ans plus tard on a ce diplôme. Je pense que demain un diplôme devra être revalidé tous les 5 ans, 10 ans en faisant en faisant une formation pour se remettre d'actualité et réapprendre des nouvelles choses. Je pense qu'un diplôme valable toute sa vie, demain ça n'aura plus aucun sens, et ça n'en a déjà plus beaucoup en fait aujourd'hui. Clôturer, pour terminer, en fait, j'ai envie de vous citer Steve Jobs. Ça m'a été soufflé par Hugo, qui a dit ceci: «Aujourd'hui, les technologies rendent tout possible. Tout ce que l'on peut assimiler jour après jour grâce à elles permet de nourrir nos réussites de demain. Si ça ne paraît pas évident sur le moment, il faut avoir confiance que lorsqu'on s'arrête pour regarder le chemin parcouru, tous les points se connectent.» Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup. Allô, ouais. J'aurais juste vous dire, par rapport à cette citation de Steve Jobs, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, ça dure 15 minutes et c'est super intéressant, super inspirant. C'est une leçon de vie donnée par un homme très connu là, et je vous invite tous à le regarder. C'est le Steve Jobs à Stanford.